Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview sur odyssey.biz. Aujourd'hui, on va s'interroger sur le positionnement des entreprises. Premièrement, on va voir quels sont les éléments à prendre en compte pour définir son positionnement. Deuxièmement, comment définir son positionnement. Et troisièmement, à quel moment il faudrait pivoter. Pour cela, on rencontre Maxime Chaillant et Élise Bella de la société T-Shop. Bonjour Maxime, bonjour Élise. Vous avez créé une start-up dans le retail avec un positionnement GMS, ce qui peut paraître assez surprenant à l'époque où on voit beaucoup de DNVB qui se lancent sur le marché. Pour autant, vous avez levé 2 fois des fonds et vous avez obtenu un crédit bancaire, donc vous avez des investisseurs qui croient dans votre projet. Comment vous êtes en arrivé à ce positionnement-là ? Si tu veux, au départ, on n'était pas parti du tout sur ça. On était parti sur le côté e-commerce, donc ça c'est quelque chose qu'on garde. On était parti aussi sur le côté épicerie fine et magasin bio. Ça fonctionnait, mais pas assez en termes de volume à cause de la fréquentation. C'était plus une opportunité en fait qu'autre chose. On a rencontré un directeur de chez Carrefour, c'est comme ça que ça s'est lancé, Monsieur Debelle, qui était en fait le Carrefour juste à côté de chez nous. On l'a attendu d'ailleurs, une petite anecdote, à la fin de son repas, on lui a présenté nos produits et il a beaucoup aimé. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas aller dans les grands magasins, là où au final tous les gens font leurs courses, et essayer d'avoir une présence du coup dans ces rayons-là. Vous êtes présent aussi en CHR, quelle priorité aujourd'hui, comment vous faites pour fixer la façon de vous positionner? On va pas proposer le même produit au supermarché qu'aux hôteliers. Pour les hôteliers, ça va être du thé en vrac, des dosettes, puisqu'on fait des dosettes de thé qui sont biodégradables, donc elles sont mises dans le maïs. Et on les propose pas en supermarché, ça va être des sacs craft Doypack avec du vrac à l'intérieur. Quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour définir ce positionnement ? Alors, il a été multiple en fait. C'est important de différencier le côté e-commerce que le côté retail ou encore le côté CHR, c'est pas la même chose. Si on se base sur le côté déjà retail, c'est que du coup, dans les magasins, très souvent, il y a des sachets en poudre en fait dedans, où c'est broyé, c'est mixé, c'est souvent de l'arôme. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer en fait une formule vrac, du coup, sous format de Doypack de 100 grammes, où on a des morceaux de fruits coupés séchés à l'intérieur, des fruits aussi qui viennent de France, parce que c'est important, on a des citrons de Menton, on va avoir des framboises des Alpes, et on conditionne tout ça avec des personnes donc autour de notre vie qui sont en situation de handicap. C'est important pour nous parce qu'on s'est dit que dans le retail, il y a très peu d'humains, très peu de qualité sur certaines références de produits. Et le thé faisait partie d'un secteur qui n'était pas renouvelé, qui était souvent aromatique, on va dire. Et nous, on a voulu faire un produit de qualité là où on irait plus en boutique spécialisée de thé. Nous, on a voulu que les clients qui sont des clients de chez Daman, Palais des Thés ou autres, qui font leurs courses à Carrefour, retrouvent un thé qui peut être similaire, mais de qualité dans leur rayon. Donc c'est en se différenciant sur le produit que vous faites la différence et que vous trouvez votre place aujourd'hui dans les rayons. Exactement. Le but, c'est que le thé, on a une vision très ancienne. Et l'idée, c'était de recommencer à zéro sur une page blanche et de comme mettre un coup de pied dans un secteur qui existe depuis des années et des années. Il est important que du coup, pour te donner un ordre d'idée, le prix au kilo, des fois, peut être très cher, même de 100 à 160 euros le kilo pour du sachet, une boîte qu'on achète 3 ou 4 euros. Nous, du coup, on se positionne sur un prix autour de 99 euros le kilo, ce qui est quand même une grande différence sur le côté prix, et puis surtout la qualité, rien à voir. On est sur des vraies feuilles de thé qui vont gonfler dans l'eau, sur des fruits qui vont se réhydrater. On est sur un goût gustatif qui est tout à fait différent de ce qu'on peut trouver en magasin. Là où nous, l'été, on met un point d'honneur à faire les thés glacés, parce que c'est sans sucre, parce que c'est sans arôme, qu'il y a des morceaux de framboise que les gens même qui sont diabétiques peuvent consommer toute la journée, autre chose que de l'eau. Et c'est un peu là ce qui fait la différence aussi de nos produits. Tu parlais du prix à l'instant. C'est ça. Alors tu as donné des valeurs. Comment vous vous positionnez ? Vous êtes au même prix que des produits classiques en supermarché ? Vous êtes beaucoup plus cher ? On est à la fois plus cher sur l'achat immédiat en fait. Achat immédiat, le sachet coûte plus cher parce qu'on propose plus de quantité. Donc dans les grandes surfaces, il y a des boîtes à 4-5 euros, on ne se place pas sur la même quantité, donc on est plus cher. Par contre, prix au kilo, on est moins cher. D'accord. Il y a ce côté où tu vois, c'est des sachets Doypack 100 grammes, du coup, on les vend à 9,90 et avec 100 grammes, on fait 10 litres. Donc pour l'été, c'est-à-dire que vu qu'on fait 10 litres, donc 9,90 pour 1 litre, on est à 99 centimes le litre. On revient moins cher, quasiment de 1 euro, 1,05 € moins cher qu'une bouteille Lipton Ice Tea. Enfin, on arrive à faire une offre concurrentielle qui est quand même significative et qui en plus est moins chère que les gros groupes qui proposent des boissons sucrées et aromatisées, quoi. Donc vous avez à la fois des critères différenciants et une base sur le prix qui est très concurrentielle. Ça a été difficile de convaincre des investisseurs avec ce positionnement GMS aujourd'hui ?
En fait, la GMS est venue, on va dire, assez naturellement sur le développement qu'on a eu. Nous, notre cible clé, c'est d'aller dans des secteurs où en fait, il n'y a pas forcément de qualité, où que la qualité est classique, et de proposer en fait une offre tout à fait différenciante. Les investisseurs, on en a deux, notamment qui ont été les tout premiers à nous rejoindre, donc Harold Parizeau du Chinese Business Club sur Paris et Emmanuel Janteur, qui du coup nous accompagnent, et on leur a expliqué cette vision. On voulait proposer en fait des fruits de France avec des produits de qualité, des vraies feuilles de thé conditionnés par des personnes qui ont besoin de travailler, quoi. Et ces arguments-là, je pense que ça les a touchés sur le côté aussi humain, sur le côté social et sur le côté aussi économique, puisque du coup on a une vraie demande, nous, en plus de nos partenaires. Ça fonctionne quand même très bien sur ceux avec qui on est, et on gagne des enseignes assez régulièrement. On va un peu vous parler tout à l'heure de ça. Voilà. Et à la base, en fait, on voulait pas avoir d'investisseurs. C'est au cours de discussions et le fait qu'on pitch notre projet pour se faire connaître qu'on a eu les investisseurs. D'accord, donc finalement, c'est les investisseurs qui vous ont convaincu. Oui, c'est pas vous qui avez poussé pour convaincre. D'accord, c'est ok, ça c'est intéressant. Je reviens sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure, Maxime. Tu avais dit que c'était pas au départ votre positionnement. C'est vrai. À quel moment il faut pivoter? Quels sont les indicateurs qui nous disent il faut pivoter, c'est le moment de faire? On l'a vu très vite. On était dans les magasins bio, il y avait très peu de fréquentation, on vendait, mais on le voyait sur les factures et le chiffre qui rentrait. On s'est dit soit on ferme, soit on pivote. Et ça s'est fait naturellement. C'est notre imprimeur qui nous a dit allez en grande surface. On y est allé, ça a très très bien marché, 3 fois plus. Et là, de fil en aiguille, de bouche à oreille, on a suivi. Pour se donner un peu un ordre d'idée, alors on a 3 axes de développement au sein de chez nous. Déjà, c'est le e-commerce, il faut le garder. On est en train de restructurer tout le logo, le site, on est en train de tout refaire à neuf pour d'ici 2 mois, avant cet été. On va se lancer sur la publicité, sur du Google Ads, donc d'ici cet été aussi, donc on va vraiment mettre un point dessus. On a le secteur du coup de la GMS. Donc on travaille avec Carrefour, nous, Inter, enfin voilà, on a quelques partenaires, on va dire grande distribution. C'est très récent, puisque du coup on y est rentré en juillet 2023, donc ça fait qu'à peine même pas 1 an. On est un peu des bébés de la GMS, mais ça fonctionne très bien. On va être accepté en centrale d'achat, donc à Carrefour. Voilà, donc on se base sur ça parce qu'on a des bons chiffres en fait de résultats. Et on a après le côté CHR, ça qu'on développe avec Sébastien Guyot, qu'on a rencontré sur Paris, qui travaille à Air France, et grâce à lui aussi qu'on est en train de tester nos produits sur l'aéroport de Bordeaux en salon VIP. Et on a ce côté où pour les hôteliers et les restaurateurs, on va se développer avec le groupe Métro, donc qui fournit du coup les étoilés Michelin ou encore les restaurateurs du côté de chez nous, et on va proposer nos gammes de vrac là-bas. Bravo déjà pour ça. Si je reviens un peu à la question initiale, donc à quel moment pivoter? Donc c'est suivre ces indicateurs et puis se fixer, si je comprends bien, une temporalité. Si je me fixe 6 mois, au bout de 6 mois, si les chiffres ne sont pas là, eh bien je pivote. Et tu as ce côté où l'entrepreneur, tu te lèves tous les matins, tu travailles. Si tu te bouges pas et que tu n'es pas un pro créatif, tu vas subir, et si tu subis, tu vas pas évoluer. Et nous, on a toujours été créatifs avec Élise, et même pro-créatifs, c'est-à-dire on est toujours allé vers le devant. Et si tu te lèves tous les matins avec ton business plan, il faut pas avoir peur de le changer. Là où du coup, certains des fois hésitent ou autres. Faut pas rester fixé sur une idée, parce que ça c'est la première erreur à pas faire. Si on reste fixé sur une idée, c'est là où ça va aller à l'échec, et c'est pas parce que ça se vend pas au tout début ou que ça se vend pas assez que ça peut pas exploser après. Exactement. Voilà. Merci Maxime, merci Élise. Je vous propose de continuer les échanges en commentaire, et bien sûr en description je vous mettrai toutes les informations pour retrouver Maxime et Élise sur leur site internet. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour Maxime, bonjour Élise. Bonjour. Pierre-Marie. Tiens, j'étais là, qu'est-ce qu'il raconte? Je crois que j'ai fait un bêtisier à la fin. Ça va être très bon dans cette interview, on va finir par manger ensemble.